bien. Donc, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, on va parler des projections climatiques sur le gel, des typologies de gel et des facteurs qui vont aggraver les événements climatiques de gel. On va voir l'impact sur la physiologie de la vigne, différentes méthodes de lutte, passives et actives, et vous aurez quelques retours d'expérience de ces efficacités qui ont été faits dans notre région, mais un peu ailleurs aussi. Aujourd'hui, on accueille Théo Petitjean, donc, qui est ingénieur d'études agroclimatiques à Rennes, qui se représentera juste après. Vous aurez Mathieu Géano, qui est conseiller dans la région de Nantes, pardon. Thomas, qui est conseiller à Angers. Moi, qui suis conseillère à Tours, en vigne, et Brieux, qui est conseiller dans le Loir-et-Cher. Donc aujourd'hui, c'est le dernier webinaire d'une série de 4 webinaires. On a eu le 13 janvier la grêle, ensuite on a parlé de l'eau le 3 février, on a parlé des travaux en verre en lien avec le changement climatique le 10 février. Et donc aujourd'hui, vous êtes sur le dernier webinaire, comment s'adapter au gel de printemps. Là, comme vous pouvez voir, vous ne pouvez ni parler ni être vu. C'est normal. Si vous avez des questions à poser tout de même, n'hésitez pas à appuyer sur le petit lien conversation qui est ici et à poser vos questions au fur et à mesure des présentations, et on y répondra à la fin du webinaire. Donc voilà, je vais laisser la main à Théo et puis je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup. Je partage ou je partage mon écran? Comme tu veux. Je tente. Vas-y. Vous me dites si c'est bon. C'est bon. C'est parfait. Super. Alors, je repasse les premières diapos. Bonjour à toutes et à tous. Je vais déjà en profiter pour me présenter. Donc déjà, un grand merci pour l'invitation. Je suis donc Théo Petitjean, je travaille à l'UMR LETG de Rennes sur les projets Climavège et Fermadapt, et donc je travaille en lien avec l'adaptation de la vigne au changement climatique. Donc une partie de mes missions, c'est de spatialiser à la fois des indicateurs climatiques et des indicateurs agroclimatiques dans le futur. Pour ça, j'utilise des données modélisées régionalisées à 8 km sur plusieurs scénarios du changement climatique mis en ligne sur la plateforme Drias. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement sur le scénario dit le plus pessimiste, qui est le RCP 8.5, qui correspond à une augmentation de la température de la surface du globe de 2,6 degrés à 4,8 degrés. On va l'étudier sur 3 périodes trentenaires, donc une période historique que l'on va comparer à un futur proche et un futur lointain, et sur 2 régions, donc Pays de la Loire et Bretagne. Comme on voit sur cette carte, quand je vous dis une maille de 8 km, c'est qu'en fait sur chaque point séparé justement de 8 km, il y a des données différentes sur le changement climatique. Si on passe, donc là je vais vous présenter mes résultats uniquement sur le gel, la thématique de la journée, et en particulier sur un indicateur qui est la fréquence d'année avec au moins un jour de gel. Donc un jour de gel ici est défini avec une température minimale inférieure à 0 degré. Cet indicateur, je le calcule après 3 dates, après le 1er mars, après le 15 mars et après le 1er avril. Pourquoi après ces 3 dates? Tout simplement pour s'affranchir en fait de la date de débourrement et pour anticiper forcément une précocité du débourrement dans le futur. Avant d'analyser les cartes, il est aussi important de savoir que les données modélisées que je vais vous présenter aujourd'hui diminuent l'intensité des extrêmes climatiques. C'est-à-dire que ces données modélisées sont très proches des données observées par les stations météo sur les températures moyennes, mais sur les températures minimales ou maximales, il y a des écarts. Donc si on regarde, là on est sur la période historique, comme je vous ai mis sur le petit graphique en haut à droite. Donc si on regarde sur la période historique, on s'intéresse surtout à la carte après le 1er avril, parce que la majorité des débourrements a eu lieu, bien sûr, après le 1er avril, durant cette période-là. Donc période historique, on est déjà il y a 20-30 ans. Donc là, sur les données modélisées, j'obtiens environ 30% d'années avec au moins un jour de gel après le 1er avril. J'ai comparé avec la station météo d'Angers et j'obtiens un peu plus de 40%. Donc voilà, pour vous dire, j'ai un petit décalage d'un peu plus de 10%, mais ce décalage rétrécit avec les dernières données observées sur ces dernières années. Si je regarde maintenant dans le futur proche, là, donc on voit après le 1er avril forcément une diminution de ce risque, de la fréquence d'années avec au moins un jour de gel, avec une diminution de 17%. J'ai plus que 13% d'années gélides. Mais par contre, si je regarde après le 15 mars,
j'ai un risque de gel quasiment pareil que ce que j'avais après le 1er avril sur la période historique. Donc si on a un débourrement plus précoce, le risque de gel pourrait être quasiment similaire. Et si je regarde ensuite dans un futur lointain, donc à l'horizon 2070-2100, j'ai un risque de gel qui a quasiment disparu après le 1er avril, ce qui paraît logique, qui a fortement diminué après le 15 mars, mais qui pourtant est toujours existant dans les mêmes ordres de grandeur, avec 25% d'années gélives sur justement le point de grille ici du vignoble du Lion. Donc ça, c'est une analyse spatiale purement climatique, c'est-à-dire que là, on s'intéresse vraiment qu'à la variable climatique des températures minimum. Ici, bien sûr, je l'ai spatialisé sur les deux régions, mais je me suis intéressé pour vous donner vraiment un exemple concret sur le point de grille, un point de grille, celui du vignoble du Lion. Si maintenant je m'intéresse à la vulnérabilité de la vigne, au risque gelée printanière, j'ai un indice qui me permet de modéliser la date de débourrement du chenin. Un indice de degrés-jour, on appelle ça, tiré d'un article de 2008. Si je l'applique justement toujours à mon point de grille du vignoble du Lion, j'ai pu modéliser grâce à ça, donc vous le voyez sur le graphique, les dates futures de débourrement et que vous avez sur la courbe verte, et sur la courbe bleue, vous avez les dates du dernier jour de gel. Donc forcément, un jour de gel, ce sera quand la courbe bleue sera plus haute que la courbe verte. Ce qui est intéressant, là, c'est de regarder l'écart entre les moyennes. Donc mes tirés ici, mes barres en tirés, c'est mes dates moyennes, donc en vert, du débourrement, et mes dates moyennes en bleu du dernier jour de gel. Donc on voit, si on compare les écarts entre ces dates moyennes, entre la période historique et le futur proche, on a des écarts très similaires. Donc on peut émettre l'hypothèse que ce risque de gel pourrait être dans le futur proche similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui. Pourtant, si on va ensuite en étudier dans un futur lointain, on voit que la date de débourrement devient de plus en plus précoce, et ce qui fait que l'écart entre la date de dernier jour de gel et la date du débourrement se rapproche. Et donc là, si on suit justement ces courbes-là, on peut émettre l'hypothèse que le risque de gel tendrait à augmenter dans un futur lointain. Encore une fois, je mets des guillemets, j'utilise beaucoup le conditionnel parce que ça reste de la modélisation. Et à la fois, donc les modélisations climatiques, comme je vous disais, il y a des incertitudes, mais aussi la modélisation de la date de débourrement, on a encore beaucoup de mal à modéliser la dormance de la vigne. Donc pour l'instant, sur nos graphiques, on a des dates de débourrement qui arrivent tout début février, voire fin janvier, et on ne sait pas encore justement si l'impact en fait de la dormance sur ces dates de débourement. Donc en conclusion de ma présentation, malheureusement, c'est de dire que l'évolution justement des risques de gelée printanière est toujours incertaine pour la vigne au XXIe siècle, et que ça dépendra beaucoup forcément de ce timing entre la date du dernier jour de gel et la date du débourrement. Vous m'entendez? Oui. Je vais prendre la main. Ouais, je laisse le... Ça fonctionne? Vous voyez bien mon écran? Oui. Ouais. Ok. Du coup, moi, aujourd'hui, je vais vous parler principalement des typologies de gel, des facteurs aggravants au gel et de l'impact du gel sur la physiologie de la vigne. Donc, il y a 3 types de gel. On va faire un peu la liste. Le premier type de gel que je vais avoir, si j'arrive à faire déplacer ma diapo, c'est les gels de type radiatif. Donc là, on va avoir une stratification des masses d'air. On va avoir une masse d'air relativement froide au sol et un transfert de chaleur vers les couches supérieures. Donc ce type de gel, il y a 2 cas de figure. Il y a un cas de figure où on va avoir des nuages en fait, et le rayonnement thermique va être réfléchi par les nuages sur le sol. Donc là, on n'a pas réellement une grande perte de chaleur. Par contre, si on a un gel radiatif et qu'on n'a pas de nuages, comme le cas de figure sur l'image là, on va plutôt avoir de la chaleur qui va arriver du sol, un gradient thermique, et l'air chaud du ciel va être retransmis à froid sur le sol, et inversement, le sol va restituer sa chaleur vers le ciel. Et donc, on va avoir une perte de chaleur et globalement, on va générer de l'air froid dans la zone des bourgeons. Donc, ce type de gel-là, il va être plus ou moins grave en fonction aussi de l'humidité qui va être présente sur la nuit.
Donc, si on a un fort taux d'humidité, on va appeler une gelée blanche. On va appeler ça une gelée blanche. On aura une température du point de rosée qui sera supérieure à 2,2 degrés. En revanche, si on a un taux faible d'humidité, on appellera ça une gelée noire. Et dans ce cas-là, la température du point de rosée sera inférieure à 2,2 degrés. Donc, globalement, un gel radiatif, il est caractérisé par un ciel clair, une forte pression, une vitesse de vent qui sera très faible, voire nulle. Et c'est ce que nous montre ce dessin-là. On aura vraiment une inversion des températures en altitude. Donc ça, c'était le premier type de gel. Le deuxième type de gel, c'est les gels de type advectif. Donc cette fois-ci, on a une couverture nuageuse et on va avoir vraiment un fond froid polaire, vraiment un vent du nord qui va arriver et qui va brasser, qui va faire un brassage de l'air et qui va transformer l'air en un air froid et principalement une couche d'air froid au niveau de la zone des bourgeons. Donc ce gel-là, si on voulait le caractériser, on dirait que on aurait un ciel couvert, une basse pression, une vitesse de vent qui serait super forte et on n'aurait pas d'inversion des températures. Donc juste pour illustrer ce type de gel avec quelques cartes, donc c'est ce qu'on voit sur la photo à gauche, on va vraiment avoir ce qu'ils appellent l'invasion polaire, donc vraiment un vent très froid qui va arriver et qui va stagner sur la France, sur cette photo-là, ou alors on peut le voir d'une manière différente avec des vents très directs qui arrivent et qui arrivent du nord en direction de nos régions. Donc ça, c'était le deuxième type de gel. Et ensuite, vous pouvez avoir un troisième type de gel qui sont les gels transitionnels. Donc là, on va avoir un début de nuit avec un gel advectif, donc vraiment beaucoup de vent qui va créer cette couche d'air froid dans la zone des bourgeons. Et puis petit à petit, en fait, le vent va s'arrêter, les nuages vont partir, on va avoir une stratification de la masse d'air froide qui va se faire au sol et on pourra avoir une gelée radiative en début de matinée. Enfin, voilà. Et donc on peut avoir beaucoup de pertes, enfin beaucoup de dégâts à cause de ces gels-là. Donc il y a eu une étude qui a été faite en arboriculture en 2004 où ils ont placé, des thermomètres à différentes altitudes, 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, enfin il y en a un peu plus que ça. Réellement, leurs thermomètres, c'est les points blancs qui sont là. Et donc pour illustrer ce que je viens de vous dire, un gel advectif où on va vraiment avoir une invasion d'air froid au niveau de la zone des bourgeons, qu'on soit, au sol ou qu'on soit à 20 mètres, on a une température qui est inférieure à -2 degrés. En revanche, quand on a un gel de type radiatif avec une inversion des températures, plus on monte en altitude et plus la température se réchauffe. C'est ce que vous montre le schéma ici avec des températures globalement plus chaudes en direction du ciel contre des températures un peu plus froides au niveau de la zone des bourgeons. Donc, différencier ces différents types de gel, ça va être important parce que ça va vous permettre de connaître les moyens de lutte efficaces. Donc, il existe pour vous repérer sur savoir quel type de gel il y a, des clés de diagnostic. Donc, c'était une étude qui avait été faite en 2008. Et les clés de diagnostic vont vous permettre de caractériser enfin la typologie de gel en fonction de la température, de la vitesse du vent et si le ciel, il y a des nuages ou pas. Donc tout ça est à corréler également avec l'hygrométrie. C'est ce que, par exemple, vous avez ici sur des températures, par exemple, comprises entre 0 et -1 degré. Si vous avez un taux d'humidité qui est fort, vous avez un risque de gelée blanche. Donc voilà. Il y a d'autres clés de diagnostic avec des seuils de sensibilité. Souvent, ils sont faits en fonction des stades phénologiques. Donc, plus vous êtes sur un stade phénologique précoce, moins le risque de gel est grand. Plus vous augmentez dans les stades phénologiques, plus le risque de gel est important. Et tout ça, c'est corrélé aussi si vous êtes en conditions sèches ou humides. Alors, bourgeons dans le coton à -6 degrés, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc, -6 degrés, ça commence à faire beaucoup pour les bourgeons. Donc voilà, vous avez encore des clés de diagnostic en fonction des stades phénologiques. Bourgeons dans le coton, gonflement, généralement, il n'y a pas trop de risques, mais dès que vous avez des températures qui vont être très froides et que vous avez des organes herbacés, plus ou moins de précipitations, vous avez un risque qui passe de faible à fort, et donc ça va vous impacter les moyens de lutte que vous pouvez mettre en place sur vos domaines. Hop. Donc quels sont les facteurs aggravants sur vos types de gel? Il y a la topographie de votre parcelle, donc si vous avez une parcelle de vigne qui est en bas de coteau ou en haut d'un coteau, vu que l'air, c'est quand même relativement lourd, l'air froid est lourd, il va aller plutôt dans les bas de pente et donc vous aurez plus de dégâts. Vous avez le vent qui va impacter donc sur les différents types de gel et on peut avoir une invasion polaire et vraiment du coup concentrer une masse d'air froid sur la zone des bourgeons. Vous avez les types de sols qui vont plus ou moins restituer de l'eau et donc impacter le gel. Vous avez la nébulosité, le fait d'avoir des nuages ou pas, et puis vous avez l'hygrométrie qui vont être des facteurs aggravants. Donc voilà sur les typologies de gel et les facteurs aggravants.
Et du coup, quels sont les impacts du gel sur la vigne? Donc, pour être très brève, si vous avez des organes herbacés et des températures négatives, donc vous avez un risque de gel. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un éclatement des cellules vertes de vos bourgeons ou de vos feuilles quand elles ont commencé à éclore, et une oxydation des tissus. Pour rentrer très brièvement dans la physiologie, en fait, vous avez plein de cellules comme ça dans vos organes herbacés. La vacuole, elle est remplie d'eau, donc c'est un des composés de la cellule. Quand il gèle, la vacuole gèle également, et donc elle va éclater. Et donc, en éclatant, en fait, elle va faire éclater toute la cellule, la membrane plasmique. Et le cytosol qui était contenu à l'époque dans la membrane contient également des toxines, et ces toxines vont aussi vont favoriser l'oxydation des tissus. Donc petit à petit, votre bourgeon nécrose, et c'est ce qu'on voit sur cette photo-là. Donc tout ça, ça va vous générer des pertes de récolte, un travail beaucoup plus important, de l'ébourgeonnage, du relevage, et si vous ne faites pas tout ça, l'année d'après, vous aurez beaucoup plus de taille à faire. Des pertes potentielles de qualité. Vous allez avoir une vendange qui va être beaucoup plus compliquée avec des stades phénologiques très hétérogènes et une période de maturité du coup qui arrivera pas en même temps, et des pertes potentielles de marché. Donc voilà globalement sur les typologies de gel et l'impact du gel sur les cellules. Et je vais passer la parole à Brieux. Oui, merci Manon. Hop. Maintenant qu'on a vu un peu les différents types de gel, on va parler de méthodes de lutte. Donc moi, je vais vous parler principalement des méthodes de lutte passive. Donc c'est quoi la méthode de lutte passive? C'est une lutte préventive qui permet de diminuer le risque de gel à la parcelle. Donc les paramètres sur lesquels on peut choisir, ça va être le choix de la parcelle, le type de matériel végétal et les différentes pratiques culturales. Donc pour commencer, le choix de la parcelle, l'idée c'est d'éviter d'installer des parcelles dans des zones, gélives où l'air froid a tendance à s'accumuler et stagner, et faire attention aussi à ce qu'il y a autour de vos parcelles, donc les haies compactes, les bandes boisées qui peuvent s'opposer à la circulation de l'air froid et augmenter du coup le risque de gel. Donc le bon côté de ces techniques, c'est que ça a plus d'intérêt sur les cas de gelée blanche de printemps. Ça permet seulement par contre de limiter le risque de gel. Il faut se dire aussi, le point négatif, ça nécessite d'avoir un parcellaire non planté pour avoir du choix. Je pense surtout aux appellations qui ont des grosses valeurs ajoutées, donc qui ont souvent pas forcément de terres potentielles, exploitables. Et la réflexion de se dire que, voilà, est-ce que ça va être le terroir le plus qualitatif qu'on aura de notre vignoble? On ne sait pas, mais voilà, il faudra opposer la question de qualité et de qualité, quantité et de qualité. Concernant le choix du cépage, il faut bien noter que tous les cépages ne débourrent pas en même temps, donc ça permet seulement de limiter le risque du gel avec un débourrement plus tardif quand on choisit ce type de cépage. Le mauvais côté, entre guillemets, enfin, c'est à pondérer, hein, de toute façon, c'est voir par rapport aux AOC et les cahiers des charges des AOC et la valorisation d'un cépage qui est, plus tardif. Si on regarde, règle générale, on se base sur le chasselas qui a un débourrement, plutôt précoce, et c'est un peu notre référence de tous les cépages en termes de stade phénologique. On se rend compte que certains cépages, type chenin, chardonnay, ont tendance à débourrer en moyenne 1 jour plus tôt que le chasselas. Et certains cépages, type Cabernet Franc, Sauvignon, ont tendance à débourrer 5-7 jours après le chasselas. Après, rien ne nous interdit d'utiliser des cépages qui ont des débourrements encore plus tardifs, notamment des cépages du sud, mais toute est la question de l'acceptation de votre clientèle et du cahier des charges des AOC. Une autre technique de lutte passive, c'est retarder le pliage sur les tailles longues, ce que vous faites de plus en plus. L'idée, c'est de pouvoir profiter de l'acrotonie. Donc l'acrotonie, c'est quoi? C'est le fait que la vigne pousse par ses extrémités. Et le mécanisme est relativement simple, schématiquement, c'est que les bourgeons supérieurs tendent à inhiber en fait le développement des bourgeons inférieurs, et du coup, la vigne va se développer plutôt en bas et beaucoup moins plutôt en haut, pardon, et beaucoup moins en bas. Cette technique-là, elle permet de limiter l'impact, d'un gel radiatif, donc d'une inversion de température, en ayant 2 mécanismes. Le premier mécanisme étant que les bourgeons de la base sont moins développés que les bourgeons du haut et qu'il fait plus froid en bas qu'en haut.
Et le deuxième mécanisme, c'est que comme vos bourgeons qui sont plus développés sont plus en hauteur, ils ont moins de chances d'être frappés par un gel. Donc la problématique de ce travail-là, c'est qu'il y a un temps de travail à effectuer de 14 heures hectares en général pour le pliage. On peut petite vigilance où on peut passer plus de temps à plier quand la vigne est débourrée parce qu'on fait plus attention aux bourgeons. Ça là peut entraîner un petit surcoût et ça peut aussi entraîner un retard dans les autres travaux de la vigne en début de saison où des fois c'est un peu la course, quoi. Donc sur d'autres méthodes de lutte passive, je vais vous parler un petit peu de taille tardive ou de taille en 2 temps. Donc ça, je vous présente des résultats qui ont été présentés dans le cadre de Climaveg en 2022. Donc différents résultats d'essais. Tout d'abord des résultats, à l'international, là, le premier essai, en Italie. Donc où on compare une taille classique sur œil dormant à une taille tardive au stade 3 feuilles étalées. Donc voilà, à ces 2 stades, présents sur la photo. Donc les résultats, ça entraîne un décalage de débourrement de 30 jours pour les bourgeons de la base, mais la contrepartie, c'est que ça induit une, baisse du rendement, de la production de 22 à 48 par rapport aux témoins. Une autre expérimentation, en Italie toujours, sur une taille classique sur œil dormant comparée à une taille tardive sur, 4 feuilles étalées. Donc on peut voir que la différence de débourrement, on gagne entre 14 et 17 jours sur la taille tardive. Mais aussi, on a un retard de maturité de 4 à 5 jours sur la taille tardive par rapport aux témoins. Ça entraîne du coup un raisin un peu moins mûr pour la même période et un rendement par cep diminue de 22. Un autre retour d'essai en Australie maintenant avec 5 modalités, une taille début d'hiver, donc taille normale, une taille fin d'hiver, une taille à gonflement du bourgeon, une taille à une feuille étalée et une taille à 4 feuilles étalées. Là, on est dans un contexte un peu particulier où il y a un gros apport d'irrigation et des conditions climatiques très chaudes. Mais ce qu'on va regarder, c'est, le décalage avec le débourrement par rapport à une taille classique d'hiver. C'est qu'on se rend compte que par rapport aux modalités taille fin d'hiver, on gagne 1 jour sur le débourrement, on gagne 6 jours sur le stade gonflement du bourgeon, à taille à gonflement du bourgeon. Si on taille à une feuille étalée, on gagne 11 jours sur le débourrement, enfin, et à 4 feuilles étalées, on débourre 37 jours plus tard. Enfin, on gagne pas, on débourre plus tard. Donc un nouvel essai en Espagne sur, comparaison taille stade dormance et taille tardive sur bourgeon dans le coton. Donc on a un décalage de débourrement en moyenne de 15-20 jours et de maturité 7 jours. Il y a plus d'anthocyanes sur les cépages rouges, mais par contre, on a un rendement réduit de 10 sur la taille tardive. Donc voilà, en synthèse, sur ces résultats d'essais internationaux, on se rend compte qu'on a plus ou moins une perte de récolte généralement, liée à la taille tardive. Ça, c'est dû à un effet, stress sur la vigne, mais qu'on gagne quand même, un certain nombre de jours, sur le débourrement. On se pose encore des questions sur l'effet cépage et par rapport à la vigueur de la vigne aussi, qu'on peut avoir. Donc là, ça nous montre que ces tailles tardives, elles sont intéressantes, sur les gels d'avril, hein, surtout parce qu'on gagne du temps sur le débourrement, mais par contre en mai, à partir du moment où le cépage est débourré, de toute façon, ça serait compliqué. Donc vous me dites: «OK» pour les résultats internationaux, est-ce qu'on a des choses un peu plus locales? On a des résultats d'essais en Côte d'Or, qui ont été faits par la chambre d'agriculture, donc avec des climats un peu plus qui nous ressemblent un peu plus. Heu Donc il y a 2 essais qui ont été menés, un premier sur Pinot avec une taille définitive au 16 décembre et l'autre modalité, c'est un démontage du cep, donc on enlève la baguette et les serments qui ne nous intéressent pas et ensuite un plumage du cep, on coupe les coursons et on plume la baguette, ça au 10 mars. Et l'autre essai que je vous présenterai juste après, c'est pour des chardonnays en côte de Beaune avec 4 modalités, le témoin, la taille définitive en 1er février, un démontage au 1er février, un plumage au 12 mars, un démontage au 1er février, un plumage au 31 mars et une taille définitive au 31 mars. Donc par rapport aux résultats d'essai sur le pinot noir, donc avec les 2 modalités de taille, on se rend compte que, au 7 avril, les stades végétatifs ne sont pas les mêmes entre les 2 modalités, qu'on a beaucoup plus de bourgeons dans le coton au 7 avril pour, la taille dite un peu plus tardive
et qu'on a beaucoup plus de bourgeons, on est beaucoup plus au stade d'éclatement du bourgeon à une taille type d'hiver qu'à une taille plus tardive. Donc si on compare les dégâts de gel au 7 mai, on se rend compte que sur la taille, on va dire, hivernale, on a 53% des bourgeons gelés sur cette modalité, alors que sur la modalité taille tardive, donc plumage au 10 mars, on a 38% des bourgeons gelés. Donc soit environ 30% de dégâts en moins. Si on regarde par rapport au nombre d'inflorescences et puis au rendement théorique qu'on pourrait avoir, on voit que sur la taille tardive, suite au gel, eh ben, on aurait un rendement hectare de 56 hecto-hectares. Donc c'est un rendement théorique, hein. C'est juste pour donner une outil de comparaison. Et si on prend sur la modalité démontée le 16 décembre, plumé le 10 mars, on a un rendement théorique de 75 hecto-hectares, soit une différence de 33% de rendement en plus. Donc sur le deuxième essai en Côte d'Or sur les chardonnays, avec les 4 modalités, ce qu'on va voir, c'est que surtout que la modalité témoin, on va dire de taille 1er février, les stades sont beaucoup plus avancés au 14 avril que les modalités taillées, enfin plus démontées 1er février, taille définitive 12 mars, et les tailles définitives 31 mars. Donc ça, on reste dans les mêmes catégories quand même sur les autres modalités. Si on regarde les comparaisons de dégâts de gel au 7 mai, on se rend compte que pour la taille classique, on a 57% des bourgeons gelés, alors que sur les autres modalités, on est autour de 37-39% de bourgeons gelés, soit des dégâts en moins de 31%. Donc il n'y a pas de différence forcément entre les 3 modalités testées. Si on regarde la comparaison du nombre d'inflorescences et du coup du rendement théorique à l'hectare, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule modalité qui présente un nombre d'inflorescences significativement plus intéressant. C'est la taille au 1er février, le démontage au 1er février et le démontage au 12 mars. Donc, pour conclure, cette taille tardive, elle permet de retarder le développement des bourgeons, donc on a moins de dégâts de gel. On se rend compte aussi qu'une taille définitive ou une taille en 2 fois, comme présenté sur les essais en Côte d'Or, on semble avoir à peu près les mêmes effets, donc ça permet d'adapter les chantiers de travaux en fonction des domaines. Mais avec une grosse mention, taille tardive, OK, mais pas trop parce que, 2 choses. La première chose, d'un point de vue, technique, le tirage des bois, ça a tendance à endommager les bourgeons qui sont sortis, donc ça peut entraîner de la casse. Mais aussi par rapport à tous les effets que je vous ai présentés, la taille tardive entraîne une perte de récolte, non pas liée au gel, mais liée à l'affaiblissement de la vigueur du cep et ça et une diminution du coup du rendement. Donc attention à ça, taille tardive, OK, mais pas trop. En dernière, méthode de lutte passive, c'est la gestion du couvert. Il est impératif de gérer, maîtriser son enherbement avant les risques de gelée. Il faut, généralement laisser une distance entre, la cime de l'herbe et le bourgeon d'une trentaine de centimètres pour laisser circuler l'air froid et pour, éviter les risques de gelée au niveau de la tête de souche. Donc si on reprend un essai mené par l'IFV, en 2020, on peut voir, voilà, on peut travailler son sol et tondre, mais pas juste avant le gel. Là, l'idée, c'était de voir pourquoi. En fait, il y a eu un travail du sol un premier matin. On a la courbe des températures ici et la courbe bleue et orange sont les courbes d'hygrométrie. En bleu avec un sol travaillé et en orange avec un sol non travaillé témoin. Donc on se rend compte qu'en fait, quand on travaille son sol, les premiers jours après, donc là on a le premier jour, les jours suivants du travail du sol, on a un taux d'hygrométrie qui augmente fortement au niveau des parcelles travaillées et cela pour les 2-3 premiers jours, suite au travail du sol en conditions sèches et les 7 premiers jours en conditions humides et donc du coup, il faudra faire très attention à pas travailler son sol juste avant les gelées. Donc voilà pour les méthodes de lutte, passive. Je vais passer la main à Thomas pour, vous parler des méthodes de lutte active. Bonjour à tous, est-ce que vous voyez mon écran du coup? On le voit, mais en mode présentateur, Thomas. Ah ouais, ok.
noté que j'aurais pas dû. Ça doit être bon là. Non. Non, ça n'a pas bougé. Toujours pas. Là. Ah là là. Attends. Screen. Ah, normalement, ça doit être bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc on va, merci du coup Brio pour cette présentation sur la lutte passive. Effectivement, c'est des leviers à absolument mobiliser avant et en même temps que de la lutte active. Donc là, on va pas pouvoir être complètement exhaustif sur les moyens de lutte. On va se focaliser sur les tours antigel, sur deux types de fils chauffants. On va parler un petit peu des voiles aussi qu'on a expérimenté. Et donc, effectivement, il y a tous ces leviers en amont aussi, hein, sur la taille tardive, sur le stockage, le steppage à déboulement tardif, qui doivent vraiment être, comment dire, euh, en multi-levier d'adaptation face aux problèmes de gel de printemps. Hop. Donc là, on va commencer par parler un peu des bulletins qu'on vous propose, de préconisation, et puis surtout de prévision météo en multimodèle. Donc ça, c'est les bulletins qu'on a pu proposer en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire avec Mathieu. Et ici, il y a le bulletin du 37 aussi qui aborde de manière exhaustive ces modélisations et ce qui nous arrive souvent au mois d'avril, malheureusement. Et ici, là, le bulletin donc, du 41 avec les mêmes infos, les mêmes contenus. Donc, on va parler du fonctionnement d'une tour antigel. Alors, j'ai mis tag pour être un peu plus, pour mettre un peu moins de mots sur mes slides. Comment ça marche une tour antigel, hein, c'est que ça a un effet de déstratification de l'air froid, comme vous a présenté tout à l'heure Manon. Donc, la rotation de la tour sur elle-même, donc en général entre 4 et 6 minutes. Permet ce dédépôt de l'air froid en bas et puis de l'air chaud. On vient capter du coup de l'air chaud en altitude au-dessus des 11 mètres de la hauteur des tours. Donc on est au niveau de la couche d'immersion. Et aussi, donc, on vient diminuer l'humidité de végétation. Ce qui est intéressant, c'est un petit peu de croiser un peu les données entre ce que vient de vous présenter Brieux sur la libération d'humidité forte de genre 33 points, 33 points quand on vient laisser les enherbements. Et on va voir de combien on peut diminuer avec une tour antigel. Donc c'est vraiment là le côté indissociable des choses entre la lutte passive et la lutte active. Donc là, vous avez votre air chaud qui est présenté en orange, l'air froid qui se stratifie en bas. Et donc l'action de la tour avec cet angle de 6 à 8 degrés vient capter cet air chaud au-dessus de 11 mètres pour pouvoir en fait le rebalancer dans la zone de nos bourgeons. Donc, ces hauteurs de tour qui font 10 mètres, c'est pour être presque au maximum au niveau de la courbe d'inversion, de delta de température entre la couche de 11 mètres et supérieure et puis au niveau du sol. Donc, il y a les travaux du projet SIGTAC qui nous ont permis d'avoir des mesures robustes de puissance de vent qui est envoyée sur les vignes. Donc, à droite, là, vous avez donc la vitesse du vent généré par la tour antigel. À 30 mètres, on est autour de 40 km/h, à 80, 25, et puis à 100 mètres, on a encore 18 km/h de vent sur ces mesures. Donc, c'est des Orcad Rite qui sont testés dans ce cas, donc des deux pales. Donc, on a vraiment une vitesse maximum des rafales entre 30 et 50 mètres. La durée des rafales augmente aussi avec la distance. Donc, il y a trois zones qui se définissent autour de la tour antigel, hein. C'est une zone plutôt calme, on va dire, sous les 30 mètres. La zone d'impact de ce jet d'air entre 30 et 50 mètres. Et la zone de développement de l'air au-delà de 50 mètres jusqu'à environ 100 mètres. C'est les travaux de l'INRAE avec Carlier et Le Cap qui ont publié récemment. Donc ici, on a la présentation donc, de l'évolution de la température à 40 mètres de la tour antigel sur un type de gel radiatif, avec aussi une alternance de utilisation de la tour seule en gris et utilisation donc d'un point de chaud, un point de chaud unique hein, sous la tour, et avec alternance. Donc on voit bien l'oscillation qu'il peut y avoir et l'apport de température quand les deux sont couplés.
Néanmoins, on voit aussi que une fois que ça s'arrête, donc on arrête les tours et le chauffage ici donc à 7h15, tout de suite hein, sur les températures, donc en bleu, j'ai oublié de vous présenter, quand même en bleu c'est en haut de la tour, en vert c'est dans la zone des bourgeons, et puis en rouge c'est un témoin qui est hors portée, hors influence de la tour antigène. Donc, une fois que la tour s'arrête, finalement, vous avez vu que la température là descend ici, là, dans ce cas de figure, de moins 1 degré, hein. Donc, c'est bien que cette couche d'air à 11 mètres est vraiment un empilement en fait, d'une masse d'air assez épaisse, en fait, bien au-dessus de la tour, qui est mobilisée quand on l'utilise. Donc voilà, après, à la suite de ces travaux, ils ont observé qu'il y avait quand même aussi une restratification de l'air rapide, des fois même plus rapide que la période de rotation des tours. En général, je vous disais entre 4 et 6 minutes, là ici c'était 4 minutes 30. Et qu'il était difficile aussi donc, d'avoir l'effet séparé entre l'apport de chauffage et juste l'efficacité de la tour. Et une fois que les engins s'arrêtent, effectivement, on a une très faible inertie de la protection que de l'idée de quelques minutes à la fin des rotations des pales. On va vous présenter des résultats qu'on a déjà présentés en webinaire, mais c'était donc en 2021, suite de ces terribles nuits de gel qui sont répétées dans toute la vallée de la Loire. Donc ici, une tour Orca Drive de pales avec une efficacité très très bonne sur ces différentes surfaces. Et en gros, voilà, on avait avec une température sèche à moins 5 degrés et des stades d'éclatement à bourgeons en coton. On avait donc une efficacité de ce genre d'outil sur une surface de 4 hectares 12 sur 4 hectares 15. Donc quelque chose qui fonctionne très bien. Pour un autre site avec des températures descendues en température sèche à moins 4,4, ici c'est une RN7 fixe, toujours en 2021, avec des stades d'éclatement à une feuille étalée. Des points de chaud aussi, nombreux points de chaud qui sont venus en fait renforcer un peu l'aire de protection de cette tour antigel. Donc voilà, un petit peu l'aire de protection. Et néanmoins, vous voyez qu'ici, toute cette partie n'est pas plantée. Alors du coup, c'est quand même une zone qui n'est pas exploitée, mais en extrapolant, on est autour de 5 hectares de protection avec une dizaine de points de chaud disposés dans la parcelle de manière assez régulière et en quinconce. Ça vient vraiment permettre de pouvoir protéger un peu plus grand, notamment quand on a aussi des températures qui descendent assez bas. On a aussi donc, fait des suivis en 2022 sur une NZ Frostpan C49 4 pales installée en Anjou. Voilà, donc il y a eu un démarrage de la tour antigel autour de 23h, donc ça c'est sur la nuit du 10 mars. On avait une inversion de plus 6 degrés en haut de la tour. Voilà, donc ça c'est aussi des choses qui sont très intéressantes à estimer, hein, finalement. C'est votre delta de température entre en haut de la tour et puis et en bas pour pouvoir en fait affiner les horaires d'allumage. Donc on était sur un gel de type radiatif. Et au pied, là, comme représenté sur l'image, vous avez un brûleur appelé, un thermoboost appelé. On a mis des capteurs donc, à 80 mètres au nord pour pouvoir un peu suivre et surtout voir la cinétique de remontée de température et de baisse d'humidité. Donc ça donne ça avec ces températures à 80 mètres de la tour au nord. On a donc cette descente de température. Ensuite, là, vous voyez le petit pic qui remonte, c'est l'allumage. On avait un allumage autour de 22h30. Il faut donc, dans le cas de figure ici, pour remonter, il a fallu un peu moins d'une heure pour remonter de ces 3 degrés. Ensuite, le deuxième petit pic, là, c'est l'allumage du monobrûleur thermoboost qui a lui remonté de 1 degré. Voilà, donc c'est vraiment essentiel là, d'avoir ces mesures potentielles là, à 10 mètres là, pour pouvoir justement quantifier à la fois le potentiel de réchauffement de la couche supérieure au-dessus de la tour pour pouvoir en fait affiner l'allumage au meilleur moment pour pouvoir protéger de manière la plus efficace possible avec ces outils. Pour l'humidité, ça nous paraît aussi donc assez intéressant de pouvoir mesurer l'humidité relative à 80 mètres de la tour. On a remarqué qu'à l'allumage de la tour, il a fallu 30 minutes pour diminuer de 20 points d'humidité, ce qui est quand même très intéressant. Néanmoins, là, le chauffage au pied de la tour, lui, n'a diminué que de 3 points. Donc il y a vraiment la synergie de l'effet tour antigel d'aller capter cet air chaud et aussi d'assécher
le végétal qui lui permet d'encaisser des températures plus sereinement. Voilà, donc avec un effet séchage bien perceptible jusqu'à 80 mètres. On a fini un petit peu sur les tours antigel. On va parler un peu des fils chauffants. Donc, c'est des fils chauffants classiques, on va dire, donc avec un rayonnement infrarouge par échauffement électrique dans le fil. Donc voilà, vous avez le dispositif qui est ici. À gauche, une photo sur les coursons et à droite sur la baguette. Des cabernets donc au stade d'éclatement à bourgeon en coton. Je n'ai pas mis la température. Si, j'ai la température sèche descendue à -5. Donc sur les bourgeons des baguettes, très bonne efficacité, hein, entre 6 et 18% de bourgeons gelés. Donc ça remplit pleinement la part du contrat. Néanmoins, sur les coursons, bah, forcément, la distance est trop grande, hein, entre la protection et le halo en fait, du câble et du rayonnement infrarouge autour du fil. Là, on a un peu plus de dégâts, n'empêche, sur les coursons. En tout cas, la baguette est bien protégée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les fils classiques. Sur les fils infrarouges, donc, on a eu l'opportunité de faire quelques mesures sur ces fils. Donc là, le principe, c'est que l'essentiel de l'énergie qui passe dans le câble est transformé en rayonnement infrarouge. Voilà, vous avez quelques photos ici. Donc, c'était des pinots noirs au stade ici 2 feuilles. On n'était pas en condition de gel, hein. On prend ça avec précaution. En tout cas, on a fait des mesures à la caméra thermique. Vous avez ici le groupe électrogène de 60 kVA et les infos complémentaires ici. Donc, un pinot noir de 40 A dans le muscadet. La montée en température est assez rapide, hein, finalement. Au bout de 30 minutes, on est déjà sur en visant la petite lampe qu'il y a dans le câble, on était déjà à 20 degrés au niveau de la lampe. Et ensuite, au niveau des bourgeons, on avait un delta de 6 degrés sur les bourgeons proches du câble, sachant que la température était autour de 8-9 degrés quand on est allé voir ça. Donc on était vraiment, je tiens à le préciser, hors cadre de protection en risque gel, quoi. Néanmoins, ces mesures nous permettent de nous dire que voilà, ça paraît assez prometteur. On aura des essais, nous, cette année, en conditions réelles. Donc, vous voyez les mesures qu'on a pu faire donc avec une petite FLIR portative. Voilà ce que je pouvais vous parler sur les fils infrarouges. Les voiles d'hivernage, on a essayé donc, depuis 2020 avec beaucoup d'améliorations, hein, depuis. Donc, je vous montre une photo ici donc, au domaine Augereau à Beaulieu-sur-Layon. On est en dessous du voile là. Vous voyez les stades, hein, il y avait presque 2 feuilles étalées. Ici, donc avril 2021. Je fais une synthèse rapide, hein, sur les dégâts de gel en 2022. On avait 53% de bourgeons touchés dans le témoin, 11 sous le voile. Sur 2021, là, on était vraiment sur quelque chose d'un gel forcément, bah, vous vous rappelez, beaucoup plus tranché. On avait 85% de dégâts dans le témoin et puis 11,7 sous le voile. Et puis, on avait aussi une modalité bougie avec 4,9% de bourgeons gelés. Donc, globalement, on avait quand même une efficacité voilà, du voile intissé en P30 satisfaisante, avec une disposition, bien, je précise, en bloc, hein, vraiment un grand bloc couvert pour limiter le contact voile-bourgeon qui malheureusement fait geler un peu les bourgeons. Donc on a voulu valider tout ça aussi avec un volant drone qu'on avait fait au 5 mai. Donc là, on retrouve en fait avec la vigueur au CEP la modalité témoin sur la droite, le carré vert qui est la modalité voile, et puis vous voyez les petites bougies là qui étaient ici disposées à côté. Donc voilà, on a essayé de faire une corrélation entre nos notations de terrain et puis ce qu'on pouvait observer avec le drone. C'est plutôt robuste. Et puis là, pour vous illustrer un peu donc, ces données en 2021, une photo du 5 mai, le voile s'arrêtait au niveau des piquets composites, juste ici, donc à gauche sans protection, et puis à droite avec le voile posé au-dessus. Sur les rendements, 2022, on n'avait pas de différence significative avec ce côté un peu gel partiel. Voilà, 2021, là, effectivement, on avait un gros écart. Le témoin était à 1,1 kg de raisin, et puis sous voile, on a ramassé 2,8 kg. Modalité bougie, presque 2 kg. Donc ça, on avait quand même quelque chose d'assez satisfaisant. Et ces projets continuent, effectivement. Tout à l'heure, Brieux vous a parlé du projet Climaveg. Donc, on a fait pas mal d'échanges aussi avec des experts de la lutte antigel, hein. Des essais taille tardif sont en cours et on essaie de mettre en place des méthodes de lutte innovantes pour illustrer ces problèmes de risque climatique. Ça, c'était donc en 2021, forcément, bah, le risque gel était
sur toutes les lèvres et l'est toujours. Et cette année, donc, en Maine-et-Loire, on fera une expérimentation sur la zéolite, du suivi sur des specs 3 pales, l'effet synergique de 2D SEOL, et puis on continue les essais voiles. Après avoir résolu des problèmes de résistance au vent, on est passé sur des voiles plus épais, du P60, voire des voiles tricotés, donc pour pouvoir avancer à ce sujet. Voilà. Très bien, donc moi je vais prendre la suite de Thomas sur les résultats des suivis qu'on a fait sur les différents types de moyens de lutte actifs contre le gel, hein. Moi je vais présenter un suivi qu'on a fait sur une parcelle en aspersion. Donc le principe de l'aspersion, je vais le rappeler très brièvement. Donc le gel de l'eau à la surface des bourgeons génère des calories par chaleur latente lors du changement d'état. Et pour résumer, l'eau à l'intérieur des bourgeons, l'eau à l'intérieur des vacuoles, comme l'a présenté Manon tout à l'heure, ne gèle pas tant qu'il y a de l'eau à geler à l'extérieur. Attention à la disponibilité de l'eau et aux arrêts, puisque du coup, par conduction, par contre, ça peut geler très très rapidement les bourgeons si jamais on arrête de mettre de l'eau, s'il n'y a plus d'eau à geler à l'extérieur pour le coup. Alors là, la vendange est déjà faite, hein. Voilà. Alors, la parcelle qu'on a suivie, donc elle est alimentée par un étang. Elle est quadrillée de façon classique avec des asperceurs qui quadrillent la parcelle tous les 18 mètres. Elle a été aspergée avec un débit de 50 mètres cubes heure hectare. Donc à la fin de la nuit, ça fait quelques mètres cubes d'eau, hein, quand même. D'autant plus qu'elle est allumée à 0,5 degrés en température humide. Donc en 2022, en température sèche, elle a été allumée en température sèche à moins 0,2, moins 0,3. Et ça a été éteint quand il n'y avait plus du tout de gel sur la vigne, plus rien de gelé, tout liquide. Et c'est arrivé vers midi. Donc voilà, les résultats sont assez flagrants. Il y avait 28% de bourgeons touchés sur la partie non protégée et 3% sur la partie protégée, hein. Je vous ai pas mis les p-values des tests statistiques, mais bon, il y a 10 zéros derrière la virgule. Le résultat est à couper au couteau. Donc ça marche très bien. Après, on nous a rapporté des grappes un peu plus grosses, un peu plus homogènes sur la parcelle à la vendange que sur d'autres parcelles qui n'ont pas été touchées par le gel, donc visiblement un petit effet irrigation, surtout avec le printemps sec qu'on a eu. En 2021, sur une autre parcelle qu'on avait suivie au niveau de l'aspersion, c'est une parcelle de chardonnay, donc c'était beaucoup d'eau effectivement dans la parcelle, les sols vont les larguer pendant longtemps, et on avait eu plus d'impact oïdium sur cette parcelle que sur d'autres chardonnays, comme quoi l'aspersion a des impacts qui ne se limitent pas à la lutte anti-gel. Donc l'absorption, ça va être bon. On va pouvoir passer à autre chose. Comparaison des millésimes, parce qu'il y a une tour anti-gel qu'on a suivie en 2021, en 2022 aussi, et elle a été protégée pendant les deux millésimes de la même manière. Donc on va s'en servir pour comparer l'impact des deux gels. Donc c'est une tour no frost, hein, 11 mètres de haut, brasero disposé autour de la tour. Donc sur une parcelle qui est principalement composée de chardonnay avec une parcelle de sauvignon au sud. Alors voilà les résultats des comptages de 2021. Le code couleur est le suivant, hein. En vert, c'est touché moins de 5% des bourgeons touchés. Alors quand on dit bourgeons touchés, c'est un pourcentage c'est le pourcentage de bourgeons touchés sur les bourgeons totaux du cep. En jaune, c'est entre 5 et 20% de bourgeons touchés. En orange, entre 20 et 50. Et en rouge, au-delà de 50% de bourgeons touchés. Ça sera même code couleur pour toutes les cartos qu'on va vous présenter. Donc là, en 2021, le stade chardonnay était aux premières feuilles étalées, hein. Sauvignon, c'était gonflement des bourgeons. Donc le Sauvignon, il est tout au sud de la parcelle, le long de la route. Voilà. Et donc, on avait quand même une zone qui était touchée à moins de 20%, qui était de 2,9 hectares. Donc, par rapport à une tour fixe qui monte à 11 mètres, on avait quand même une aire d'efficacité qui était plus faible que espéré et qu'annoncé. Après,
c'est quand même une parcelle qui avait été extrêmement touchée dans les zones non protégées. Donc, il y a eu un rendement qui était quand même largement supérieur à celle qui n'était pas protégée. Sur la même parcelle, en 2022, donc le gel radiatif du 4 avril, le chardonnay était un peu moins avancé, était pointe verte à peu près. Sauvignon, par contre, lui, n'était pas du tout sorti au sud, donc là, je l'ai matérialisé sur la carte. Sous la tour, c'est descendu à moins 1,8 en 2022. Et donc là, on a une zone en jaune qui est beaucoup plus détendue, hein, à moins de 20%, et la zone en verte qui est touchée à moins de 5%, pareil. Alors, beaucoup plus détendue aussi parce que les sauvignons n'ont pas gelé du tout, ou alors très très peu sur les quelques bourgeons qui avaient démarré. Donc voilà, ce qui est à prendre en compte dans la comparaison des millésimes. Du coup, quand on met les deux cartes côte à côte, pour la même parcelle, ça donne ça. Et en 2021, c'était descendu à moins 1,8 degré et en 2022 à moins 3,2. Alors, température plus basse, mais conditions beaucoup moins humides, puisqu'en 2021, il y avait de la pluie la veille. Comme quoi, voilà, comme le disait Manon tout à l'heure, l'impact de l'humidité sur le risque de gel est très important. Voilà, là-dedans, on a 5 hectares à 5 hectares et demi qui sont protégés par la tour en 2022 et donc un peu moins de 3 hectares en 2021. Le gel, avec son humidité, avec ses conditions de vent, avec ses diverses conditions, va avoir un impact sur l'étendue de la protection, va pouvoir vous procurer votre tour. Autre chose qu'on a suivi l'année dernière, donc c'est l'importance de la chauffe en comparant 3 parcelles. Alors 3 parcelles qui ne sont pas forcément du même cépage, qui ne sont pas forcément au même endroit, qui ne sont pas forcément à la même altitude. Donc on va essayer de tenir ça en compte pour la présentation qui va suivre, mais qui était protégée par le même type de tour mobile. Donc c'est une DSEOL de Clémy Kiwi. Une tour qui monte un peu moins haut, qui monte à 7 mètres, mais dont le principe est d'avoir des pales sur un axe vertical, donc des pales qui aspirent depuis le haut et avec une goulotte qui renvoie l'air horizontalement vers la parcelle. Alors, différents stades sur les vignes, hein, chardonnay qui était sur les parcelles plutôt entre éclatement et pointe verte, hein, avec des bourgeons qui pouvaient être entre stade de bourgeon de coton et éclatement. Melon, plutôt bourgeon de coton, pointe verte, et on avait d'autres cépages, petit mansin, donc un peu comme le melon, et vionnier qui lui était qui était pas démarré du tout. Alors, donc sur la première parcelle, ça c'est une parcelle, c'est que du chardonnay, hein, donc altitude 92 mètres, c'est la plus haute, avec des bras zéro qui sont répartis dans toute la parcelle. Les bras zéro sont en noir, la DSEOL, c'est l'image verte au milieu. Et donc une très faible pente, hein, un peu moins de 1%, c'est juste pour matérialiser l'écoulement de l'air froid. C'est descendu à moins 3 degrés, donc le 4 avril. La tour est allumée à moins 1,6 et entre la zone protégée à moins de 5% de bourgeons touchés, c'est déjà 2 hectares. Donc la zone protégée en tout, qui est touchée à moins de 20% est assez élevée, mais ça vient en partie de la parcelle, puisque même dans les zones non protégées, là sur le côté est de la parcelle, on avait moins de 20% des bourgeons qui étaient touchés. Donc en recoupant différentes informations, l'aire protection estimée, c'est 3 hectares et demi, ce qui est largement ce qui est annoncé pour une DSEOL, avec un rayon d'action d'environ 80 mètres. Il y en avait une autre qu'on a suivie, donc avec des bras zéro qui étaient répartis autour de la DSEOL, hein, de la tour anti-gel. Alors pour le coup, là, il y a plein de cépages différents, c'est un patchwork. Voilà, chardonnay, le chat, Riesling, plantation de vionnier, petit mansin, muscat, pinot gris, melon de Bourgogne. Donc là, il y a surtout une parcelle qui a une configuration aussi différente, parce que sur le dessus, on est à 80 mètres. Et en bas, dans la zone où il y a le muscat, le pinot gris, le petit mansin, il y a une pente qui peut être assez forte, puisque dans le bas, ça atteint 26% de pente. Donc là, c'est vraiment l'endroit où l'air froid va descendre et s'accumuler. Et en fait, la configuration du terrain, ainsi que la disposition des bras zéro, déjà, ça diminue un petit peu la portée de la tour, puisque autour, la zone qui est touchée à moins de 5%, même comprenant des cépages qui sont pourtant un peu moins sensibles au gel que chardonnay de la première parcelle, comme le melon, c'est plus que 1,70 hectare. Et on a une aire d'estimé, une fois qu'on enlève l'effet cépage et l'effet pente, qui est de 2,9 hectares
avec un rayon d'action de 70 mètres. Donc un rayon d'action de la tour et une surface protégée qui était un peu plus faible. Donc du fait de la topographie et du fait de la disposition aussi des bras zéro. Mais il y a quand même aussi un gros effet cépage. On voit sur la droite de la parcelle la différence à couper au couteau entre le chardonnay et le melon de Bourgogne. Et dans le bas, pareil, le vionnier et le petit mansin, voilà, ce qui suit exactement les limites de la parcelle. Enfin, une dernière tour, donc, qui était un peu plus lointaine et qui était sur une parcelle un peu plus basse, puisque celle-là, elle est à 37 mètres. Par contre, sur une zone assez plate, 2% de pente. Là, il n'y avait pas du tout de bras zéro, pas de chauffe. Et les aires de protection sont quand même beaucoup plus faibles, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. La zone, tout à l'heure, on était sur respectivement 2 hectares ou 1 hectare 70 de protégés avec moins de 5% des bourgeons touchés. Là, on a 33 arbres. Et une zone avec moins de 20% qui est un peu plus étendue, mais en tout, on atteint un peu moins de 2 hectares de protégés, avec un rayon d'action vraiment qui ne dépasse pas au grand maximum 60 mètres. Et 30% de bourgeons touchés aussi en dehors de la zone protégée. Alors, c'est des résultats qui sont... L'ère d'efficacité de la tour est quand même beaucoup moins facile à lire qu'en 2021, où c'était à couper au couteau, avec des gels qui étaient beaucoup plus forts. Mais c'est déjà des éléments de réponse sur l'importance de la chauffe avec les tours anti-gel et notamment avec les tours mobiles et les DSEOL. Enfin, on va parler un petit peu changement climatique et lutte anti-gel. Alors, comme vous l'a expliqué Théo en début de webinaire, le changement climatique a une influence quand même sur la récurrence du gel. On a un gel qu'on observe de plus en plus souvent, avec l'avancement des dates, notamment de débourrement. Attention à la maladaptation. C'est-à-dire que, pour l'instant, la plupart des méthodes de lutte active contre le gel dans les vignes sont émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc, il faudrait faire attention à ne pas contribuer un petit peu à ce contre quoi on lutte. Le changement climatique qui crée du gel, le gel qui crée la lutte contre le gel, et la lutte contre le gel qui amplifie le changement climatique. L'impact carbone de la lutte anti-gel, il est assez variable selon les méthodes utilisées. Si on utilise des fils chauffants qui sont sur secteur, ce qui est quand même pas souvent le cas. On est à 350 kg d'émissions d'équivalent carbone à hectare pour 2 nuits de protection. Si ils sont branchés sur un couple électrogène, on passe à 2 tonnes 3. L'aspersion, on est à 600 kg par hectare protégé. Tour antigel sans chauffage, 700 kg. Avec chauffage, 2 tonnes 4. Donc là, avec le chauffage au GNR, pas au pellet. Les bougies vertes, donc les bougies qui sont à l'huile végétale, là on est à 12 tonnes à l'hectare protégé, 12 tonnes et demie. Et avec les bougies à la paraffine, on est à 22 tonnes et demie. Donc pour replacer un peu ça, un vol aller-retour Paris-New York, c'est 1 tonne 75 d'émissions d'équivalent CO2. La lutte anti-gel, donc ce que je veux dire sur la lutte anti-gel, c'est qu'il ne faut pas arrêter de protéger ces vignes. Hein. Quand on a des tours anti-gel, il faut les utiliser. C'est un moyen de protection économique des exploitations qui est aujourd'hui très très important face à la récurrence de ces aléas. Mais si on regarde sur le long terme, tout ce qui est l'adaptation des façons culturales, de la conduite de la vigne, voire de l'implantation et de la localisation des cépages sur l'exploitation, ça paraît un peu plus viable. Et sur le long terme, ce sera plus là-dessus et sur la lutte passive, comme vous l'a présenté Brieux en début de webinaire, qu'il faudra compter. Pour résumer, selon ce que je dis, la lutte anti-gel, enfin les tours, les bougies, les fils chauffants, si le gel est une blessure, ça c'est juste le pansement, c'est pas la suture. Il va falloir penser un petit peu plus long-termiste. Mais en attendant, c'est très efficace, en attendant de pouvoir s'adapter. Sur les suivis qu'on va effectuer cette année, moi je vais sur la Loire-Atlantique, on va suivre donc le nouveau système, donc le SIS, qui est un petit peu différent. D'habitude, on essaie de ramener l'air chaud lors de l'inversion de la température du haut vers le bas. Là, on essaye de prendre l'air froid en bas et de l'envoyer en haut pour qu'il retombe un peu plus loin. Donc, quand il n'y a pas de vigne derrière, hein, l'idée n'étant pas de renvoyer l'air froid sur les vignes des copains. On va essayer de comparer l'effet des brûleurs à GNR contre les brûleurs à pellet. Et on va continuer à suivre la tour sur laquelle on faisait les comparaisons de millésimes, hein, parce que c'est toujours assez intéressant.
Voilà pour ce webinaire. C'était le dernier d'une série de 4. Donc le premier du 13 janvier sur la grêle, hein, des webinaires à chaque fois sur les impacts et l'évolution d'un aléa climatique. Donc la grêle, la sécheresse, les travaux en verre et les chaudages notamment, et ce dernier sur le gel. Merci de nous avoir suivis sur ces webinaires depuis janvier. Et pour terminer, pour l'instant, ils sont pas en ligne. Ils vont l'être. Bien entendu, tous ces webinaires seront disponibles en replay. On l'espère le plus rapidement possible. Et dans tous les cas, un lien, enfin, ils seront en replay déjà sur nos différents sites, puisque ces webinaires étaient une collaboration des chambres des Pays de la Loire, de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Et donc, ils seront disponibles respectivement sur les plateformes, que ce soit YouTube ou les sites de chacune des chambres d'agriculture, donc du 37, du 41 et des Pays de la Loire. On enverra le lien pour les revoir à tous les gens qui s'étaient inscrits au webinaire, y compris si vous connaissez les gens qui s'étaient inscrits mais qui n'ont pas pu se rendre disponibles pour le webinaire, on leur enverra tout ça. Voilà. Écoutez, si jamais vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre, même si on a un petit peu duré. C'était un sujet vaste. Une question de M. Arnaud Lambert. Bonjour, avez-vous des données sur le coût hectare des différents modes antigel? Cela donne une indication pour le choix des investissements. Effectivement. Dans la besace. Oui, ça se trouve. Alors, ça va vraiment dépendre. Enfin, le problème, c'est que ça dépend vraiment de quel type de matériel, sur quel type de matériel on va se positionner. De mémoire, on était autour de 15 000 € de l'hectare pour l'aspersion. Si on a déjà la réserve d'eau. Ça ne prend pas en compte le fait de créer une réserve, ce qui est déjà administrativement est un peu compliqué. Sur les coûts des fils chauffants, hors raccordement, hors groupe électrogène. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais il me semble qu'on était autour de 20 000 € de l'hectare. Ça dépend vraiment des modèles, quoi, parce qu'il y en a qui sont thermorégulés, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus simples. En fait, c'est vrai que ça oscille entre plutôt les infrarouges, on est autour de 12 000. Enfin, c'est vraiment très fluctuant là. C'est vrai qu'on va vous donner une fourchette de 12 à 20 000 en fonction un peu de si c'est thermorégulant, si c'est que les fils classiques, si c'est de l'infrarouge. Ouais. Après, Manon, en chambre 37, vous avez des chiffres aussi qui ont été publiés et rapportés aussi à Lecto Produits. C'est aussi un truc intéressant, ça. J'ai des chiffres, mais qui sont très vieux. Ils ont 5-6 ans sur une étude. Je peux retrouver ça. Laissez-moi 1 minute. On peut peut-être prendre l'autre question de Nicolas Romy. Y a-t-il des essais avec hormones? Est-ce légal en France pour décaler le cycle de la vigne? Avec? Des hormones. Ah. Alors pour l'instant, des hormones pour décaler le cycle de la vigne. Moi, je ne connais pas. En tout cas, Ouais, à l'heure actuelle, j'en ai pas entendu parler non plus. À savoir aussi que je pense que les hormones sur la vigne, faut que la vigne soit réceptive. Et je pense qu'au stade hivernal, du coup, la vigne ne sera pas réceptive directement sur une application phyto ou hormone. On ne peut pas vous répondre pour l'instant, hein. Moi, j'ai pas plus d'infos que ça. Je sais pas si les autres, vous avez des infos, mais. Moi, j'ai eu connaissance d'essais avec des huiles de soja pour retarder le débourrement, avec malheureusement des problèmes de létalité sur les bourgeons. Après, il y a aussi une université qui est en train d'homologuer justement un produit qui pourrait retarder le débourrement. Je vous cache pas qu'on a beaucoup d'espoir là-dessus, en fonction après de la composition, hein, par rapport à nos types de production. Voilà, ça c'est des choses qu'on surveille, mais qui prennent un temps énorme par rapport à l'urgence qui est de pouvoir protéger nos raisins et puis nos exploitations, quoi. En tout cas, on a ça sur le feu.
crois que ça se pratique en Australie avec l'utilisation en automne précédent. La législation australienne est quand même beaucoup plus permissive dans tout ce qui est hormones, etc. Donc je ne sais pas trop, effectivement, nous, dans le contexte franco-européen, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire tout ce que font les Australiens. Alors juste pour vous répondre sur le côté financement, enfin prix, j'ai juste pour les pulsars de Nitafim où j'ai un prix et pour les tours anti-gel Frostfan. Les tours anti-gel Frostfan, elles coûtent entre 40 000 et 42 000. Et les pulsars de Netafim, c'est 1 500 € qui comprend équipement, les pompes et les tuyaux. Voilà, contre un système aérien qui est plutôt à 11 000 €. Donc, c'est les seules données chiffrées que j'ai sur des prix. Mais ça remonte c'est une étude qui a quand même 5 voire peut-être même 6 ans. Donc, c'est à prendre vraiment avec des pincettes. Il y a les tours, je crois que c'était les RN7, en tout cas l'année dernière, fin 2021, était à 55 000 € la tour, donc pour une protection de 5 hectares. Donc voilà, fin 2021, depuis, il s'est passé 2-3 trucs en Ukraine et il est possible que les prix ont un peu évolué. On se rapproche des 60 000 quand même sur pas mal de matériel tag fixe. En tout cas, il y aura une mise à jour de ces tarifs qui seront proposés ultérieurement dans le cadre de projet. On doit aussi donc pouvoir évaluer l'impact technico-économique des méthodes de lutte avec un outil qui permettrait d'avoir l'impact sur l'UBE, etc., sur les entreprises. C'est l'outil Vitisimuleco qu'on va pouvoir en fait updater pour pouvoir rentrer tout ce qui est lutte antigène. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression effectivement que oui, la lutte anti-gel et le coût d'investissement, ça se fait par rapport à la valorisation des productions qu'il y a sur les parcelles. Il y a la capacité des parcelles à être protégées. Si c'est une parcelle qui gèle chaque année la veille du gel, et qu'on n'est pas sûr d'avoir une efficacité optimale d'un moyen de lutte, qui est quand même un lourd investissement, surtout quand on parle d'une tour, ça vaut pas forcément le coup. Donc il y a la capacité de la parcelle à être protégée. Il y a ou tout simplement le fait que ce soit des vieilles vignes qui vont être arrachées, etc. Et il y a aussi la valorisation de la production qu'on va avoir, puisque c'est quand même un investissement à amortir sur. On n'en sait rien en fait, ça va dépendre du nombre de gels sur laquelle la tour va pouvoir aider. Effectivement, il y a aussi le potentiel agronomique de production de la parcelle protégée, il y a aussi la valorisation. Enfin, c'est vraiment tout un ensemble de facteurs qui vous permettent de choisir la meilleure méthode au bon endroit, quoi, en fait, je dirais. C'est vrai que c'est quelque chose qui se réfléchit, qui demande un peu de temps pour pouvoir en fait faire les bons choix. Et si ma mémoire est bonne, pour les bougies, pour en revenir sur les coûts, on était autour de 3 000 € l'hectare. Ouais. Sans compter le temps de pause, le temps de travail, le temps des employés, etc. Les bougies en soi. Domaine de l'abbé Pierre. Bonjour, avez-vous des données sur la distance idéale des points de chauffe et la tour avant? Alors en général, ce qui se fait, c'est des cercles concentriques 50 mètres autour de la tour pour un premier cercle de points de chaud. Et ensuite, en général, on en met à 80 mètres parce qu'on a bien vu là sur les vitesses de rafale du vent projeté, on arrive, ça diminue 18 km/h autour des 80 mètres. Donc là, on refait un cercle de poils pour pouvoir relancer un petit peu de chaud. Et puis, en fait, ça permet d'augmenter finalement l'énergie qui est apportée par le jet d'air plus chaud avec les points de chaud. À noter qu'en général, effectivement, on les allume quand on commence à voir que la température va encore descendre. Ça dépend de l'heure finalement, et puis de la vitesse de perte d'1 degré. Est-ce que c'est en 1 heure, est-ce que c'est en 1 demi-heure? Ça, c'est très variable et ça, c'est terrible à appréhender parce que tous les ans, on a des cinétiques différentes. Moi, je me souviens 2022, 4 avril, enfin, il y a eu par secteur, il y a eu des pertes des fois de 2 degrés en 1 heure, en 1 heure et demie, quoi. Donc, c'est pas évident à anticiper. En tout cas, voilà, c'est ça, c'est qu'en général, quand on voit qu'on arrive à -2, -3, et puis en fonction du stade phéno, où est-ce qu'on est dans les vignes, voilà, c'est là qu'on va pouvoir
allumer les points de chaud parce qu'on sent, par exemple, si à 4 heures du matin, on est déjà à ces températures déjà négatives, on sait qu'on va dérouiller à 7 heures, quoi. Les huiles essentielles, qu'en pensez-vous? Pas d'infos. Ouais, pareil que Mathieu, là, pour le coup. Ça va, on avait pour projet de les tester cette année. On a eu, enfin voilà, on avait une disponibilité de matériel qui était un peu incertaine. On va essayer de remettre ça l'année prochaine. On va essayer de mettre en place effectivement nous, des essais de ce côté-là sur des produits, des pulvérisations d'huiles essentielles. Après, c'est des pulvérisations d'huiles essentielles qu'il faut faire à des stades où il y a très peu de surface foliaire à travers lesquelles elles peuvent pénétrer. Il faut les panneaux récupérateurs obligatoires et je trouve, enfin, pour l'instant, à voir. Ne se prononce pas. C'est des conseillers Arbo qui peut-être qui auraient plus d'expérience là-dessus. C'est un peu plus utilisé en Arbo. Bétaïne notamment, qui n'était pas vraiment une huile essentielle, mais qui était utilisée en Arbo avant, qui est toujours utilisée. Après, si on part un peu par extension sur tout ce qui est produits pulvérisés, effectivement, comme tu disais Mathieu, c'est bien. Est-ce que le végétal est assez développé est assez développé pour être réceptif à cette pulvérisation? Après, il faut bien faire gaffe à faire une application, faut qu'il y ait le temps de séchage aussi à compter, hein, pas trop tard. Sur ces produits. Et puis, de toute façon, enfin, quand on prend -4 et qu'il fait humide, il y a toujours quand même globalement une limite certaine en fait, de pas mal de produits. Je mets pas tout dans le même paquet, mais pour l'instant, enfin, voilà, on n'a pas un produit miracle. Les pelles gel, ça avait été essayé, c'est pas transcendant comme effet. Voilà, enfin, c'est quand même souvent assez limité, quoi. À moins qu'il y ait un nouveau produit qui sorte, hein. Il me semble qu'il y avait une publi dans La Vigne il y a de cela quelques mois et qui faisait l'inventaire de ce qui avait été fait pour le gel 2022 et que là-dedans, tout ce qui avait été pulvérisation contre le gel n'avait pas montré, en tout cas pour l'instant, de résultats vraiment probants. Je me rappelle d'un produit aussi de soufre anti-gel qui avait donné des résultats assez peu probants aussi sur le gel de 2017. À l'époque, j'étais dans le sud. Pour l'instant, aucun produit miracle comme le dit Thomas. Bon. Il n'y a plus de questions. Il est temps de vous remercier. Merci beaucoup Merci du à coup à toutes les tous. personnes qui étaient présentes sur ces différents webinaires, hein. Merci infiniment à ceux qui étaient là aux 4 webinaires. N'hésitez pas à partager surtout ces supports à vos collègues et puis à ceux que ça pourrait concerner et puis intéresser. Merci infiniment Manon, Brieux, Mathieu. Merci beaucoup Théo pour le guest star. Bon Et courage à vous Perrine. tous. Pardon? Merci à Et Perrine pour Perrine, le bah oui, son. Merci pour l'ensemble des webinaires. sur le focus Merci à toi, plantation. Thomas, aussi. Merci à vous tous, c'était vraiment super. Et puis, on se dit à très bientôt. Et voilà, bonne fin de journée. À bientôt. Et merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.